Et voilà, c'est parti pour la 102e émission de Radiocratie avec un petit nouveau aujourd'hui. Eh ouais. Et je crois que Boris, il me semble que c'est la première fois depuis le début de l'année où il y a plus de garçons que de filles. Oui, je crois. Oui. Je crois aussi, ouais. Bon, et ben, on envoie le générique. C'est parti. Ah bah voilà. 2, Faut double ticket. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radio Primitive. C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer. Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est le lundi 22 janvier 2018. Il est 18h et on est en direct depuis le studio. Vous écoutez Radiocratie comme tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Primitive. Fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout ailleurs. Aujourd'hui, l'émission numéro 102 déjà de Radiocratie. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission et nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Nos podcasts sont également disponibles sur notre chaîne Dailymotion qui s'appelle également Radiocratie. Et le mail c'est radiocratie@gmail.com. Le 22 janvier, c'est en 1963 la signature du traité de l'Élysée de l'amitié franco-allemande entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer. En 70, c'est l'entrée à l'Académie française de Eugène Ionesco. Le 22 janvier 79, c'est la première fois que le film Holocauste est montré en Allemagne et c'est aussi en 2001 le début du désormais célèbre procès Elf et les frégates de Taïwan, avec comme principaux accusés Roland Dumas et Christine de Biéjancourt. Au rayon des naissances, il y a eu celle de 22 janvier 1561 de l'écrivain anglais Francis Bacon, en 1877 du personnage fictif, fils d'Agatha Christie, Hercule Poirot. Il y a aussi eu le 22 janvier 1882 la naissance de Louis Pergaud, auteur de La Guerre des boutons. Il y a aussi eu en 1940 la naissance de l'acteur anglais John Hurt et de l'actrice Isabelle Nanty en 1962. Pour les décès du 22 janvier, il n'y a pas grand chose, il y a comme celle en 1888 du dramaturge Eugène Labiche et de Pierre Tétinger en 1965. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions, chroniques, etc. Et une semaine sur deux de la musique. Et aujourd'hui, une émission pendant laquelle on va parler d'argent. Mais d'argent à caractère social, puisqu'on va d'abord parler de ces Français qui ne demandent pas d'aide sociale, pourquoi, comment, et puis des aides pour les demandeurs d'asile aussi. Et il y aura évidemment notre traditionnel blind test en fin d'émission. Et ce soir, ils vont accompagner vos oreilles jusqu'à 19h. Ils viennent de s'installer autour de la table. Voici mes zozos. Tout d'abord, adepte du baise-main lorsqu'il s'agit de mettre la tête dans le décolleté, insensible à la météo, puisque pour lui, c'est toujours la saison chaude. Voici en régie notre Boris national. Alors, merci pour la réputation, c'est sympa. Reine incontestable et incontestée du blind test cette saison, championne en titre, toujours un peu folle, qui est capable de se demander à quoi servent les requins marteaux puisqu'il n'y a pas de poisson clou. Voici Zoé. Merci, pas totalement d'accord, mais ça passe. Vous aimez pas ma présentation, de toute façon. Mis à part l'émission sur Star Wars en décembre, c'est sa première fois parmi nous, donc sa deuxième. Il aime les toiles cirées, les tire-bouchons en cèpe de vigne, mais il n'est pas beauf pour autant. C'est pour déconner que je te présente comme ça, évidemment. Je suis ravi d'accueillir Alexis. Je me soigne de ma beaufrie. Et un petit nouveau qui nous a été amené par Zoé. C'est toujours un plaisir, des petits nouveaux, parce qu'on leur met la pression en leur faisant croire qu'on a des auditeurs, alors que la pression, on la boit après l'émission. Bienvenue à Simon. Bonsoir, heureux d'être avec vous. Radiocratie, le talk show cousu humain, mais qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, donc, on va maintenant parler, dans cette première partie, des Français qui ne demandent pas d'aide sociale, alors qu'ils y auraient droit. Formidable. Vous êtes formidable. Eh ben, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Alors donc, les Français ne touchent pas forcément toutes les aides auxquelles ils ont droit, souvent parce qu'ils les demandent pas. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt par manque d'informations, parce que les démarches sont trop compliquées, notamment pour les foyers modestes? Boris, je te sens en fond là. Alors oui, alors premièrement, ça s'appelle un non-recours au droit. Et il en existe 4 types. Le non-recours par non-connaissance, parce que la personne ne connaît pas l'offre demandée. Par non-demande, la personne ne demande pas l'offre. Parce que soit elle en a pas besoin, souvent elle en a pas besoin, ça arrive, parce que, voilà, j'explique. L'offre peut être trop dérisoire par rapport aux besoins, ou être beaucoup trop compliquée. Enfin, il y a plein de facteurs. Et il y a la non-réception, c'est-à-dire que la personne a demandé l'offre mais ne la touche pas. Coucou à tous ceux qui attendent les sous de la CAF. Et ou par non-proposition, c'est-à-dire que la personne est suivie par les services sociaux, devrait prétendre à l'offre, mais personne lui a donné l'info, alors que c'est le bout. Donc là, c'est un défaut des services sociaux. Pas toujours. Ça peut, alors, ça peut être, pour une offre, une offre. Oui, une offre, ça demande quand même, des services sociaux, ça demande quand même à avoir un certain comportement donné. Par exemple,
ça s'appelle plus RMI, Le RSA. l'ARE. L'allocation de retour à l'emploi demande de montrer qu'on cherche du travail. Ouais. Et des personnes qui sont tellement en méconfiance d'eux-mêmes, qui cherchent plus, qu'ils attendent plus. Donc, les services sociaux s'y proposent pas. C'est peut-être qu'il y a déjà des choses à faire avant de. Enfin voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est assez compliqué. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis d'accord avec Boris sur un truc, c'est à propos de cette confiance en soi et des démarches qui sont hyper compliquées quand même. Moi, c'est ce que j'avais noté aussi, qu'il y a un non-recours au droit à cause de la complexité des démarches. Et c'est vrai que c'est quand même un dédale. Enfin, l'administration, faut s'y retrouver. On ne propose pas forcément les bons trucs. Et en plus, dans le cadre, par exemple, de quand on cherche un emploi, bah, il y a comme une culpabilisation des gens plus que vraiment de les aider ou de leur tendre la main. Enfin, t'as un encadrement qui est excessif. Il faut toujours prouver que tu cherches du boulot. Et des fois, t'as pas le droit à certaines aides parce que tu rentres pas dans ces cases. Il y a des défauts comme ça où tu rentres pas forcément dans toutes les cases Avec des politiques qui demandent à ce qu'on vérifie le compte des chômeurs, mais par contre, regarder leur compte ou ce qu'ils font de l'argent public, pas du tout. Les autres, les garçons? C'est vrai qu'il y a une certaine complexité des documents à apporter, tout ça. Puis comme en plus, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi concernés, ainsi que les personnes âgées, parce qu'ils sont pas au courant des nouveaux projets. Il y en a qui sont sans cesse remis au goût du jour. Donc ils savent pas, c'est toute l'information. Et des fois même, il y en a qui se découragent à force du nombre de papiers à apporter. Ouais. Une part importante de la population, quand ils perdent leurs droits, quand ils arrivent à la fin de leurs droits, ne les redemandent pas parce que c'est trop compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mais les autres? Je crois qu'en tout cas dans ma génération, il y a une peur d'aller à Pôle emploi, et ne serait-ce que pour avoir les informations, il faut passer par Pôle emploi. Bien sûr. Pour ceux qui retournent à l'activité, par exemple, il y a une prime d'activité dont quasiment personne n'est au courant de comment on l'a, à quel montant, etc. Quand tu retrouves un emploi, tu penses plus aller à Pôle emploi parce que tu as autre chose à faire et que c'était déjà une corvée de le faire. Et puis quand tu bosses en général, tu bosses quand Pôle emploi c'est ouvert. Ouais, donc c'est déjà rien que pour ça, c'est un calvaire. Et du coup, vu que tu n'y penses plus, tu n'y demandes pas. Là, par exemple, j'avais un petit chiffre, c'est pour le RSA activité qui est plus au goût du jour, maintenant c'est la prime d'activité, c'était 68% de personnes qui étaient éligibles qui ne le demandaient pas. Ouais. Donc ça fait évidemment une perte de revenus sans le savoir, par inconscience. Il y a un manque d'information du coup, vous pensez, par rapport à ça? Bah, clairement, oui, quand même. Enfin, c'est ce que disait Boris, mais au début, des fois, t'es éligible sur certaines choses, certaines allocations, que t'as même pas l'idée de demander, parce que déjà, il y a énormément de choses différentes que tu connais pas, parce que, moi perso, l'administration, ça fait quand même 2, voire 3 bizarre, ou 4. ça m'étonne pas. Mais c'est ça, t'y penses pas forcément, et si on te donne pas l'information, tu peux pas le savoir non plus. Enfin, c'est comme une recette de cuisine, si tu sais pas qu'il faut mettre du beurre et que c'est pas noté, ton truc, il crame et puis c'est tout, quoi. Les structures font des démarches de communication sur leur site, etc. Mais la plupart des gens qui ne sont pas suivis par les assistantes sociales ne sont pas au courant, parce que l'assistante sociale, c'est celle qui permet de donner les offres. Et avec tout ce côté de culpabilisation du pauvre, parce que c'est lui qui va être demandeur des aides, il y a pas y avoir forcément la démarche, parce qu'on n'a pas envie d'être un parasite, tout bêtement. Et puis sans la culpabilisation, il y a la honte des fois, juste de se dire il faut y aller. Oui. Par rapport justement à cette culpabilisation, moi je rebondis sur quelque chose. J'ai trouvé justement en faisant les recherches pour l'émission, j'ai trouvé une émission de France Info qui parle justement du rapport des Français avec l'argent. Je trouvais ça plutôt à propos. Et c'est vrai qu'il y a une culpabilisation. Et en fait, c'est un philosophe qui a sorti un bouquin qui s'appelle La sagesse de l'argent. Donc c'est Pascal Bruckner et qui raconte justement que il y a un tabou vis-à-vis de l'argent. Il y a une sorte de diabolisation. En même temps, il y a une fascination un peu malsaine avec l'argent. C'est qu'il y a cette idée l'argent ne fait pas le bonheur et que du coup on devrait vivre d'amour et d'eau fraîche entre guillemets, on devrait avoir cet état d'esprit, alors que l'argent il est quand même important c'est ce qu'il dit, il est important pour la liberté, pour pouvoir agir quand même pour la dignité de la personne. Et il disait justement qu'il y avait un rapport constant entre cette liberté, cette diabolisation, ce tabou, et ça joue aussi pour les aides. T'as une diabolisation constante de la personne, une culpabilisation qui fait que si elle a pas de boulot, si elle a pas d'aide, et même si elle a des aides, c'est qu'elle en profite en fait. Ce mot profiter, il est souvent mal utilisé, alors que justement des fois on en parlait avec Simon, juste pour la dignité de la personne, des fois c'est pas mal de pouvoir juste aller se payer une bière ou sortir avec des potes pour boire un coup, ce qui n'est pas forcément possible justement. Et c'est vrai qu'en France on a quand même un problème avec l'argent, ça se fait pas par exemple de dire son salaire. Alors que tu vas aux États-Unis, ils ont aucun souci avec ça. Et justement, exactement, j'en discutais avec justement mon parrain qui me disait le problème c'est qu'en France un self-made man, il est pas très très bien vu, un mec qui s'est construit tout seul, quelqu'un qui gagne énormément, on n'en parle pas en France, alors qu'aux États-Unis c'est quand même assez glorifié. Ils ont tout un état d'esprit autour de ça et ça joue aussi beaucoup. T'as le côté en France, tu dis ah ouais mais lui il a plein de pognon.
C'est un côté péjoratif. Oui. Oui. Boris, tu voulais intervenir là-dessus? Oui, faire des gestes. Mais moi, je voulais avertir aussi que ça marche dans l'inverse. On a quand même un État qui donne le seuil de pauvreté à 900 €, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dignement à moins de 900 €, et le montant du RSA, il est à bien moins de 900 €. Donc il y a quand même une sorte de paradoxe dans ces aides. Ouais, c'est vrai. Les autres? Moi, je rejoins ce que tu dis, Boris. Enfin, c'est vrai que même on a cette idée de la dignité. La dignité, c'est énormément de choses quand même. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pouvoir avoir des loisirs. Ça peut être pouvoir manger, payer son loyer correctement, ne pas vivre dans un logement insalubre. Et c'est jamais suffisant, en fait. Enfin, déjà, soit on peut pas toucher ces allocations, mais même quand on est étudiant, je prends l'exemple de la bourse. Est-ce qu'on peut attendre d'avoir reçu notre bourse pour commencer à vivre? Non, on peut pas. Pourtant, on a besoin de cette bourse si on l'a. Et il y a même des personnes qui auraient besoin de cette bourse qui ne peuvent pas l'avoir parce que c'est basé sur le revenu des parents, par exemple. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qu'on n'a pas, je me suis perdue. Oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est que le système de distribution des aides sociales en France, il est mal foutu. Ouais, clairement. Il est surtout engorgé parce qu'il y a, les CAF, les assurances maladie, toutes les structures qui sont censées s'occuper des gens, ils sont totalement débordés. Même Pôle Emploi, hein, vous lisez les trucs, c'est du travail à la chaîne et on peut pas faire de l'humain, on travaille à la chaîne. Sauf que c'est beaucoup plus facile de comptabiliser des chiffres quand on veut être réélu que de travailler sur de l'humain. Bien sûr. Oui, tu prends par exemple l'étudiant qui vient d'avoir son bac, qui va à la fac, qui était qui doit changer de ville, par exemple, qui doit s'installer. Il attend 3 mois avant d'avoir ses aides. Si les parents c'est des allocs, comment on appelle ça, la CAF. Les APL. Les APL, merci. Et allocation pour le logement. Voilà. Et pendant 3 mois, comment il fait? Je pense qu'il y en a plein qui sont bien dans la merde. Hein. Mais il y a aussi des gens qui demandent pas parce que je connais des gens qui demandent pas, par exemple, une aide pour payer la cantine de leurs enfants, des choses comme ça, parce que pour eux, ça relève du défi de faire 3 photocopies de bulletins de salaire. C'est trop compliqué. C'est compliqué, surtout que des fois, tu as des patrons qui la donnent en retard. Enfin, voilà. c'est une sacrée galère. Et puis les gens qui travaillent, souvent, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. On leur apporte pas une aide sociale, un assistant social qui va les aider, parce qu'on dit ils travaillent, ils sont intégrés, ils savent faire, etc. Et pas forcément, je trouve. C'est surtout qu'ils s'occupent pas des gens qui travaillent parce que c'est engorgé d'autrement. Mais tu voulais dire autre chose, Boris? Attendez, il cherche. Je me suis perdu, c'est pas grave, je vais faire... T'as trop de notes, Boris. Oui, j'ai trop de notes. Je vais faire sans les notes. Le problème, c'est qu'on vit avec un grand phénomène d'exclusion scolaire qui donne justement un problème d'exclusion, de solitude? Non, pas de solitude. Déficit d'éducation et de savoir, ce qui donne des problèmes de communication. Et après, quelqu'un qui a un déficit scolaire, qui doit qui doit trouver les mots alors qu'il n'a pas pour exprimer ses besoins, c'est une vraie galère. Ouais. Donc on a des gros problèmes par rapport à ça, et on a des populations grandissantes parce que il y a des zones où les gens sont déscolarisés en masse et personne se pose de questions. Et il y a l'inverse aussi. Il y a aussi parfois le déficit à la maison sociale. Et ou qui bossent dans un lycée, des fois j'ai des jeunes qui nous posent des questions alors que ça serait pas du tout à nous de régler ça, mais les parents savent pas. Donc ils se tournent vers l'éducation nationale parce qu'ils savent que Zoé, tu voulais intervenir? Juste par rapport à ce déficit justement dont tu parles, moi j'ai vu un truc comme ça qui est passé au JT sur la 2. C'est un camion en fait qui se déplace dans une région et je crois que c'est en Angleterre, et il se déplace dans toute une région pour justement aider les gens, et en fait les services sociaux viennent à eux et les aident à faire leur démarche vis-à-vis d'un ordinateur, tout ça pour les gens qui n'ont pas la démarche de tout de suite se déplacer. C'est peut-être plutôt en France, alors je sais plus. Je sais plus où c'est, mais oui, j'ai entendu parler de ça effectivement. Boris, pour conclure? Ouais. Alors pour conclure, je dirais que le problème du discours libéral, c'est qu'il se focalise sur les fraudes aux prestations sociales, sauf qu'elles représentent 4 milliards d'euros. Alors ça paraît énorme, mais quand on s'informe sur les demandes de recours au non-droit, on se trouve qu'il y a 2,4 milliards de non-recours au RSA, c'est-à-dire de personnes qui ne demandent pas le RSA. Je parle de milliards d'euros, hein, et 4,7 milliards de prestations familiales et de logement. Donc en fait, avec le non-recours, on se retrouve avec un truc excédentaire. Et si on met à côté les 16 milliards de fraudes aux cotisations sociales dues aux employeurs, hein, on l'a trouvé, le trou de la Sécu, et les 60 milliards estimés d'évasion fiscale, dont un certain Dominique Tian, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Il a passé sa carrière politique à
combattre les méchants pauvres. Et aujourd'hui, il s'est fait choper par le fisc pour évasion fiscale. Alors, je vous dis tout de suite, le jugement est donné le 26 janvier et la condamnation requise est 12 ans de prison, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Comme quoi, l'hypocrisie comme le crime ne paie pas. Merci Boris. On va maintenant passer à notre rubrique que vous connaissez, Soyons cruels. Aujourd'hui, on va parler du Dakar et c'est moi qui m'y colle. Alors ce soir, pendant quelques secondes, quelques instants, dansons le tango. Lima, Pisco, San Juan de Marcona et Arequipa au Pérou. Désolé, je parle pas espagnol. La Paz, Uyuni, Tupilza en Bolivie, Salta, Belén, Fiambala, Chilecito, San Juan et Cordoba en Argentine. Ces villes ne vous disent peut-être rien, pourtant elles ont été traversées par les Membleros ces 2 dernières semaines. Alors, ce soir, je vais vous emmener dans la dernière ville citée, à Cordoba, une ville d'environ 1 300 000 habitants située en Argentine, grosso merdo à égale distance entre Asunción, la capitale du Paraguay, et Santiago du Chili. Pourquoi Cordoba ? Parce que c'est là qu'avant-hier, samedi, Carlos Sainz a confirmé son statut de maître, de dieu de l'automobile. Oui, pour certaines personnes, Carlos Sainz est un dieu. Pourquoi ? Parce qu'il vient de gagner le rallye Dakar. Alors, dansons le tango. Et moi, ce Dakar, ça m'énerve. Déjà parce que chaque mois de janvier, à peine terminé les fêtes et le nouvel an, les bonnes années, les meilleurs vœux, et la santé surtout, et toutes ces conneries entendues par des gens souriants qui n'en auraient strictement rien à battre si on crevait demain, les jours rallongent un peu. Enfin, beaucoup même si on s'en rend pas trop compte. On repart dans la routine du quotidien pour une nouvelle année. On prend des résolutions à la con et là, bam, ça nous tombe dessus. Dès qu'on allume la radio ou la télé, des kilomètres carrés de sable, des grosses bagnoles, des motos prises dans les dunes ou dans le vent. Bref, le Dakar, une sacrée course de beauf quand même. Mais c'est pas grave, dansons le tango. Alors, outre le fait que ça fait maintenant quelques années que le Dakar n'arrive plus à Dakar, c'est plein de mecs blindés de publicité pour de grandes multinationales polluantes ou éthiquement moyennes qui conduisent des voitures, des camions, des motos, tout autant polluants que les images qui me polluent les yeux et la tête. Il y a des moments, plutôt que d'allumer la téloche, j'aimerais bien être un poisson rouge caché dans une amphore creuse style Grèce antique, acheté dans l'animalerie d'à côté, fabriqué par les petits Chinois exploités qui jouent à danser le tango. Parce que quand même, le Dakar est une course créée en 1978. Ça fait 40 ans et c'est quand même un des sports qui cause le plus de morts, en tout cas par rapport au nombre de participants. Depuis 40 ans de pistes africaines et sud-américaines défoncées, de villages balayés, il y a quand même eu 73 morts, ce qui fait une moyenne de 2 morts par an. Donc 15 pilotes, ce qui fait quand même 58 personnes décédées n'ayant pas participé à la course. Des membres de la caravane, des automobilistes qui croisent la course en sens inverse, des spectateurs, des entre guillemets autochtones qui n'ont rien demandé. Alors je pourrais vous faire la vanne à la con que quand Thierry Sabine et Daniel Balavoine sont gaufrés en hélicoptère dans le désert pendant le Dakar 86, à l'époque, avec les restes de l'hélico, ils ont fait une machine agricole, parce qu'à l'avant Sabine et à l'arrière ça Balavoine. Ouais, pas terrible comme blague, hein. Déjà entendu tellement de fois surtout. Ça me redonne pas vraiment de sourire quand je tombe dans les médias sur ce Dakar à la con qui m'insupporte de plus en plus. Alors après, c'est pas grave, hein. C'est 58 morts qui n'ont rien demandé. Ils n'avaient pas demandé à ce que ce truc qui me fait penser à la néocolonisation, traversent les rues de leur petit bled ou de leur grande ville, traversent leurs dunes, leurs montagnes, leurs plaines, leur territoire, leur pays. Ils n'ont rien demandé, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de 58 morts en 40 ans quand on voit ce que cette course rapporte en recettes publicitaires, en droits télé, en fric tous azimuts. Alors dansons le tango. Quand il y a du pognon, les vies humaines ont tout de suite un tout petit peu moins de valeur quand même. C'est le sujet qui va nous intéresser juste après dans la suite de cette émission d'ailleurs. D'ailleurs, quid des écoles, des hôpitaux, des programmes de lutte contre le paludisme, le sida, bref, toutes ces grandes actions qui devaient être mises en place grâce au Dakar, grâce à tout cet argent, toutes ces publicités, ça doit rapporter des milliards, non ? Maintenant, imaginez une course organisée par des Africains ou des Sud-Américains qui partiraient d'Espagne et qui se rendraient en Suède, traversant la France, la Belgique, l'Allemagne, bousillant les paysages, les routes, fauchant ici ou là quelques villageois qui sortent de chez eux pour aller chercher le pain, pour promener le chien. Ça nous plairait pas forcément. Alors oui, le Dakar est parti il y a 2 semaines de Lima au Pérou. Vous savez, Lima, cette capitale du Pérou, cette ville construite de toutes pièces par les Espagnols après avoir trucidé les Incas, qui avaient eux fait pour Machu Picchu leur capitale. On voit ce que ça fait le colonialisme, ça se remplace souvent le beau par la merde. Bon tenez, on parle de colonialisme, on en revient au Dakar qui est arrivé en Cordoba en Argentine. Alors le dieu, le maître, Carlos Sainz, un dieu ce mec ? Bon d'accord, il a gagné cette putain de course contre son coéquipier Stéphane Peterhansel qu'il avait pourtant gagné 13 fois. Tout le monde parle de lui, il est trop fort, bravo, c'est formidable. Mais au prix de quoi ? Au prix de quoi cette course fait gagner des grands champions ?
J'en suis comme ce mec-là. J'ai rien contre lui, à ce mec, mais le fait c'est qu'il participe à l'une des épreuves sportives les plus meurtrières au monde. Mais il est trop fort, alors les vies humaines finalement. Dansons le tango. Cette indécente course de la honte se carre complètement des différences culturelles, ne respecte rien, ni l'environnement, ni les hommes, ni même la mort. Enfin, comme disait Renaud dans sa chanson 500 connards sur la ligne de départ, combien d'années encore ces bœufs sponsorisés prendront le sol africain pour une cour de récré? Bon, la cour de récré s'est déplacée un peu plus au sud, mais le jeu n'a pas changé, la même marotte, la même marelle, gagner à tout prix, même le plus funeste. Alors, dansons le tango. Je ne sais pas où aller. J'ai vendu mon bateau, ici il n'y a plus de poissons. Et j'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. J'ai dormi sans étoiles, ici le ciel est noir. Et j'ai volé du pain, la terre était trop sèche. C'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange. C'est la faute à qui si je suis hors la loi. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Et puis je suis parti sans guide, sans boussole, et les cris de ma mère par-dessus mon épaule. J'ai pris mon élan une fois, 10 fois, sauté par-dessus les cris comme papa. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Regarde, disent-ils, la mer est une tombe. Elle ne te donnera pas son bras si tu tombes. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille, mais elles ont fait tomber toute ma famille. Aïe, aïe, aïe. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Puis je me souviens plus, j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'attendait la mer, mais elle portait des gants. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. C'était Tiken Jah Fakoly avec Où aller où. Radio Primitive. Ah oui, C'est pardon. quoi ce beat? Voilà. C'était Tiken Jah Fakoly avec Où aller où. Vous êtes toujours dans Radiocratie avec Simon, Zoé, Alexis et Boris en régie. Et normalement, on a Fabien au téléphone. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Tu nous entends bien, c'est bon? Oui, j'entends Ok, bien. bon bah parfait. Bon, je te remercie d'être avec nous au téléphone. Donc tu fais partie du collectif 51 de soutien aux exilés, c'est bien ça? Alors il a changé de nom, alors parce dis. que les personnes et les pratiques ont un peu changé. Oui. C'est le collectif Solidarité Réfugiés 51. D'accord, oui, j'ai mis le 51 au début. C'est un collectif qui apporte un soutien logistique et moral aux exilés qui vivaient dans le parc Saint-Jean-Perse à Reims, mais je crois savoir qu'ils ont été relogés. Ils étaient au parc Saint-Jean-Perse à Reims depuis le mois de juin, lorsqu'ils ont été refoulés du parc, enfin de la plateforme devant le CADA. Ils sont allés au parc Saint-Jean-Perse, puis au bout de 3 mois, ils sont allés sur le campus. Et puis ils ont été relogés ceux qui étaient sur le campus, sauf qu'un certain nombre est revenu sur le parc Saint-Jean-Perse, et nous avons réussi par l'intervention gracieuse d'un propriétaire foncier
d'avoir 2 logements. D'accord. Donc là, ils sont tous à l'abri, en fait, j'ai envie de dire. Donc ils sont tous sous des toits. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et ma première question, elle est simple. Comment ils vont, du coup? Mieux, je suppose? Alors, ils vont mieux parce qu'ils sont au chaud, parce qu'ils ont des repas. Alors, ils avaient des repas aussi, mais là, ils ont des repas. Et en plus, ils ont une cuisinière, donc ils peuvent manger. Ils ont des chambres, pas que des chambres individuelles. Mais évidemment, ça va mieux. Ils vont beaucoup mieux. Alors, la vie en communauté est jamais simple, mais ça, c'est partout. Hein. Oui. Mais ils vont beaucoup mieux. Bon. Sachant qu'ils sont, pour tous, sont dans l'incertitude de leur avenir, de leur avenir proche. D'accord. Alors, juste avant, quand tu es au téléphone, on parlait justement des aides sociales. Alors, on fait une différence en général entre les migrants, les demandeurs d'asile, les exilés. Le terme migrant est un terme plutôt péjoratif qui regroupe toutes les personnes qui migrent d'un pays vers un autre, pour des raisons politiques et ou économiques, parce que souvent c'est la même. Et les demandeurs d'asile sont des personnes qui sont en France, et pour ce qui nous occupe ce soir, et qui demandent l'asile à la France. Alors, ma question, elle est simple. À partir de quel moment les réfugiés peuvent obtenir une aide de l'État? Sous quelles conditions et de quel montant, en fait? Ils peuvent obtenir une aide, c'est-à-dire qu'il faut une aide qui s'appelle allocation pour demandeurs d'asile. Alors avant, il y avait allocation mensuelle de subsistance et allocation temporaire d'attente qui ont été fusionnées. Il y a un certain nombre de conditions pour ça. Il faut justifier de ressources mensuelles inférieures au RSA. Oui. Il faut accepter les conditions d'hébergement. Oui. Parce que voilà, quand ils demandent des hébergements d'urgence, lorsqu'ils ont la chance d'en avoir une, le CADA ou l'OFI leur offre un hébergement, et puis il faut avoir une attestation de demande d'asile. D'accord. Le CADA, ou à défaut, un récépissé à demander l'asile. D'accord, une attestation de... Et le CADA, tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît? Je sais. Le CADA, c'est le centre d'aide pour les demandeurs d'asile. D'accord, oui, c'est ça. C'est une structure qui s'occupe exclusivement des personnes qui demandent l'asile, et donc qui peut les orienter vers des structures pour... Donc c'est national, ça? C'est national, ouais, avec des déclinaisons locales. Et donc la demande, l'aide à laquelle ils ont droit, c'est 6,80 € par jour, par personne, pour ceux qui sont hébergés. 6,80 € par jour? Pour ceux qui sont déjà hébergés, c'est-à-dire l'équivalent de 200 € par mois. Pour ceux qui ne sont pas hébergés, c'est 12,20 €. D'accord. Ça fait un peu moins, ça fait 360, 370. Et officiellement, est-ce que cette aide doit leur servir à quelque chose en particulier ou pas? Dans la mesure où ils ne sont pas autorisés à travailler avant 9 mois après leur demande, parce qu'il arrive qu'au bout de 9 mois, les choses ne soient pas évoluées, pas évoluées, ils n'ont pas le droit de travailler. Et donc, pour survivre, ils ont un minimum. Voilà, qui est en dessous du RSA. Qui est vraiment c'est vraiment très très minimum. Un minimum de chez minimum. Ouais. Sachant que pour faire la demande d'asile, ça peut prendre plusieurs semaines. Peut-être un rendez-vous. La loi dit 3 jours au plus 10 jours, mais en général c'est sur 2 mois, 3 mois. Ouais, et puis on sait bien que l'État français est quand même hors la loi sur pas mal de choses à ce niveau-là. Oui. Moi, je voulais te demander, parce que on parlait, tu étais intervenu dans une de nos émissions à l'automne, là, où je t'avais interviewé. Est-ce qu'un demandeur d'asile qui est dubliné, alors je rappelle ce que ça veut dire, c'est un réfugié en fait doit demander obligatoirement l'asile au pays dans lequel il a été enregistré pour la première fois. Donc par exemple un réfugié syrien qui a été enregistré pour la première fois en Grèce, s'il vit aujourd'hui en France, il doit quand même demander l'asile politique à la Grèce, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et donc un demandeur d'asile qui a fait sa demande d'asile à la Grèce par exemple, admettons qu'elle a été acceptée, s'il vit toujours en France, est-ce qu'il peut quand même prétendre à une aide? Alors ça, je saurais pas trop te dire, parce que c'est-à-dire que la demande d'asile, il doit la faire dans le pays, comme tu viens de le dire, dans le pays dans lequel il est arrivé. Donc, s'il a une aide, c'est une aide qui vient de l'État duquel il est arrivé. D'accord. Et pas si, par exemple, il a demandé s'il a fait une demande d'asile en Grèce, il doit être en Grèce. Donc après, il a fui. Mais s'il a fui, la demande d'asile ne peut pas être étudiée. D'accord. D'accord. Donc, l'aide, elle ne peut être offerte que par l'État qui étudie sa demande d'asile. D'accord. Zoé a une question pour toi. Oui, alors moi j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait de la culpabilisation vis-à-vis des chômeurs, qu'ils n'ont pas une très bonne presse entre guillemets, mais c'est vrai qu'un demandeur d'asile, il est souvent stigmatisé dans les médias, etc. Et dans la tête des gens, ça doit être compliqué pour lui aussi de demander des aides. Est-ce qu'il y a des abus ou est-ce qu'il y a des refus, justement parce que c'est un demandeur d'asile? Comment ça se passe quand il les demande du point de vue vraiment humain? C'était ma question du coup. Quand il les demande, là, il n'y a pas de problème pour les obtenir. Il les a, parce que c'est pas une grosse somme, il les a. Même, alors, pour dire aussi, pour éviter les amalgames, j'ai entendu ici et là parfois que l'État pouvait offrir une carte bancaire. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Sauf dans les cas
très rares pour lesquels les demandeurs ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire pour tout un tas de raisons. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'ils n'ont pas forcément tous un compte bancaire, ces demandeurs d'asile. Donc, quand ils n'ont pas de compte bancaire, comment ils sont distribués, ces aides? Ah, on a perdu Fabien. C'est pas grave, on va le rappeler. Phébis, Boris, on va le rappeler. Ouais, attends, 30 secondes, je vais m'occuper du téléphone. Oui, bien sûr, occupe-toi du téléphone, Phébis. Donc, alors sinon, c'est pas grave, on a quand même des choses à dire, même si on n'a pas Fabien pour l'instant. Justement, là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est hyper faible ce qui touche. 6,80 €, c'est quand même pas énorme pour pouvoir vivre. Enfin, en partant du principe que tout le monde a vraiment le droit à ces 6,80 €. Enfin, on a récupéré Fabien. Je l'envoie. Voilà, Fabien, tu es là? Oui. Oui, je suis désolé, j'ai été coupé. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de compte bancaire. Tous ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire, c'est très compliqué d'ouvrir une carte bancaire. Donc la règle, c'est que ils ont tous droit à demander une carte bancaire pour laquelle ils ont droit de retirer 3 fois par mois. D'accord. Sur laquelle ils reçoivent leur allocation demandeur d'asile. 3 fois par mois. C'est bien entendu pas illimité, c'est par rapport à leurs allocations. Oui, ils reçoivent leurs allocations sur le compte et sur ce compte. Ils peuvent utiliser une carte pour avoir accès à cette allocation et uniquement. Mais c'est pareil, je trouve que ça doit être vachement problématique parce que 3 fois par mois, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir besoin d'acheter quelque chose en urgence. Ouais, voilà, exactement. Donc, j'imagine qu'ils s'arrangent pour retirer le plus possible à un moment, ce qui les oblige évidemment à se déplacer avec du liquide, ce qui n'est pas toujours évident, surtout dans les situations dans lesquelles ils vivent. Comme beaucoup ne sont pas hébergés, et quand même ils sont hébergés, c'est souvent dans des foyers. Mais voilà, ça reste compliqué. J'ai une petite question, toi qui es au contact des demandeurs d'asile. Est-ce que cette aide leur permet de vivre dignement? Dignement, non. Dignement, non. C'est difficile de vivre dignement avec cette somme-là, mais c'est des personnes qui sont dans des situations politiques, matérielles ou économiques tellement dramatiques que ça leur permet de se payer un café de temps en temps. Et c'est pas rien, voilà. Ça leur permet en économisant un tout petit peu, de pouvoir s'acheter un paquet de cigarettes pour ceux qui fument, pour pouvoir se déplacer, parce que les transports en commun ne sont pas financés par l'État. Et donc, pour acheter un ticket de tram ou un ticket de bus. Donc c'est très dur à vivre, mais il faut remettre dans leur situation personnelle qui est dramatique, parce qu'ils ont fui un pays, persécution ou guerre ou tout un tas de raisons. Et donc là, le fait d'avoir une toute petite somme, c'est toujours ça, c'est dérisoire, c'est rien. Faut dire que c'est dérisoire, parce que 300 € par mois, c'est rien du tout. Voilà, c'est pas avec ça qu'on va causer le déficit, évidemment. Et c'est bien moins que ce que peuvent recevoir des personnes françaises en situation de détresse. Voilà, c'est juste là je dis ça pour faire attention à la comparaison qui est parfois faite entre les SDF et les migrants. Alors voilà, les migrants sont moins bien lotis que les SDF, de ce point de vue-là. Ouais, ce qui est quand même fou, parce que quand on voit comment les SDF sont lotis en France... Absolument, les autres, des questions encore pour Fabien? Boris, vas-y. Oui, une petite. Donc l'État est obligé d'héberger les demandeurs d'asile, mais dans beaucoup de situations, ils sont pas hébergés. Est-ce que c'est une exception de Reims par rapport à un quiproquo, ou alors c'est généralisé à toute la France? C'est généralisé à toute la France, parce qu'effectivement, d'après la loi, toute personne en situation de détresse est tenue d'avoir droit à un hébergement. C'est censé être le cas. Mais la loi a précisé aussi que des fois, il n'y a pas d'hébergement. Parce qu'il se trouve que, est-ce que c'est une volonté ou non de l'État, je sais pas, et je me souviens de l'occupation du campus qu'on a fait au mois de septembre, qui a donné lieu à l'hébergement tout de suite, ce qui montre que faire la pression sur l'État peut lui permettre d'agir un peu plus vite. Mais en tout cas, ils sont censés être hébergés. Voilà. Et donc le fait qu'ils ne le soient pas est problématique au regard de la loi. Oui, l'État en fait est hors la loi sur cette question-là. En fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Alors en parlant d'État hors la loi, est-ce que tu as entendu parler du délit de solidarité? Et deuxième question, est-ce que tu as peur d'en être victime? Alors autour de moi, autour de nous à Reims, c'est pas quelque chose qui nous a touché, mais je suis de très près, notamment Cédric Héroux, entre autres. C'était celui qui était sur Menton, lui, je crois. Ouais, c'est ça, il est à la vallée de la Roya et il a fait 26 heures de garde à vous ce week-end. Ah, quand même. Parce que ce qui se passe pour Cédric Héroux, c'est que il habite à la frontière France-Italie, et pour aller de chez lui, pour aller se déplacer, pour être chez lui en ville, il est obligé de traverser la frontière. Et en traversant la frontière, il s'arrive qu'il rencontre des migrants.
rencontre des réfugiés qui fuient leur pays et il les prend parfois en voiture. Et c'est interdit par la loi de prendre en voiture des personnes qui sont sans papier. Et il s'est fait arrêter plusieurs reprises là-dessus. Lui, par exemple, il reçoit des dizaines de personnes dans sa ferme. Régulièrement. Il a été en procès à plusieurs reprises. Il avait été en garde à vue la semaine dernière. Donc, alors ici précisément, on n'a pas eu affaire à ça. Voilà. C'est pas exclu que ça arrive un jour, mais on n'est pas non plus dans des conditions où on a des centaines de personnes. On n'est pas un lieu de frontière où il y a beaucoup de passages. On n'est peut-être pas la zone la plus délicate pour ça. Après, il n'a rien exclu que si la loi se durcit encore, comme c'est prévu avec un projet de loi qui va être discuté le printemps prochain, rien n'exclut que ça devienne plus dur. Parce que il est écrit dans les textes de loi qu'on n'a pas le droit de prendre dans sa voiture quelqu'un qui n'a pas de papier. Alors, il me semble que c'est plus de la jurisprudence, une interprétation de la loi, savoir que voilà, une personne qui est sans papier, si on héberge une personne sans papier, ça veut dire qu'on est complice. D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque ? Au pire, on peut risquer de la prison. Ah, quand même. Ouais, c'était un autre, je crois qu'il s'appelle Ménoni, je suis pas sûr de son nom, je voudrais pas l'écorcher, a été condamné à la prison avec sursis. Ah la vache. Il en appelle. C'est quand même pour fou. Délit de solidarité. C'est quand même fou. Ouais. Les autres, des questions pour Fabien ? Écoute Fabien, je te remercie beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous. C'est super sympa. Merci à vous, j'espère avoir éclairé un petit peu. Tout à fait. Et puis à bientôt, et puis bonne soirée à toi. À bientôt, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était Fabien au téléphone, donc qui, je le rappelle, donc fait partie du collectif de soutien aux réfugiés 51. Et on est quand même content qu'ils étaient relogés, ces demandeurs d'asile. Enfin, ça durait. Ils étaient à peu près 25 et ils avaient notamment des petits en bas âge. Il y en a un qui était hospitalisé assez longtemps parce que forcément, quand t'as un gamin de 1 an qui dort dehors de ce temps-là, merci quoi. Donc ok, eh bien très bien, on va passer à la suite, et la suite c'est la rubrique Laissons les mots. Aujourd'hui c'est Zoé qui s'y colle. Écoute-moi. Je t'en prie. Et Zoé, tu vas nous lire un extrait de La première gorgée de bière, un livre de Philippe Delerme qui est paru chez Gallimard. En fait, tu fais tout mon travail, j'avais fait des recherches, mais balance tout. C'est sorti en 97 chez Gallimard, qui s'appelle La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, s'il te plaît, Étienne. Et je vais lire le passage qui s'appelle Plonger dans les kaléidoscopes. Allons-y. Donc, plonger dans les kaléidoscopes. On plonge dans cette chambre japonaise de miroirs, on découvre les cloisons secrètes, on goûte la lumière emprisonnée dans l'étouffant cylindre de carton. Théâtre d'ombre du mystère, coulisses nues du jeu de la lumière, parois de glace sombre. C'est là que le miracle se prépare, dans l'équivoque cruauté des images multipliées. Aux deux bouts du cylindre, pas grand-chose. D'un côté, le petit œilleton niaisement évident du voyeur, de l'autre, entre deux cercles opaques, les cristaux de couleur, vert peint d'un ton vif, atténués par le brouillard de la distance et l'idée de poussière. En bas, le spectacle est tout plat, en haut, le regard froid. Mais quelque chose se prépare entre les deux. Dans le caché, le sombre, le fermé, dans ce tube si lisse recouvert d'une mince couche de papier glacé, si anonyme, de mauvais goût souvent, avec des arabesques entrelacées. On regarde. Dedans, les joyaux bleus, canards, mauve ancien. Les joyaux bleus canards, oui. Mauve ancien, orange lourd, se fractionnent dans une aqueuse fluidité. Palais des glaces de l'Orient, harem des banquises, cristal de neige du sultan. Voyage unique, chaque fois recommencé. Voyage de turquoise au bord des pierreries du Nord, voyage de grenade au large parfumé des golfes chauds. Des pays s'inventent, pays sans nom qu'aucune carte ne saurait retrouver. On tourne à peine le cylindre, on est ailleurs. Plus loin, derrière soi, le pays chaud et froid se disloque déjà, avec un petit bruit douloureux de brisure. Qu'importe ce qu'on abandonne, quelques cristaux de verre peint se recommencent et inventent le pays nouveau. On attend une image et c'est presque celle qui vient, mais jamais tout à fait. La petite différence fait tout le prix de ce voyage et son vertige, parfois presque son désespoir. On ne possédera jamais le pays des cristaux qui bougent. Cette mosaïque de ciel ne reviendra pas, vert angélique et rouge de velours théâtre, elle a la solennité géométrique des jardins du Louvre et l'oppressante intimité d'une maison chinoise.
plafond, mur ou plancher, c'est bien une image de la Terre, mais flottant dans la pesanteur d'un espace éclaté. Il faut rester là, s'abîmer longuement. Si l'on pose le cylindre, le geste le plus doux suffit à bouleverser le continent. Un souffle devient cyclone, le palais s'envole. Dans une chambre noire, le mystère réfléchit. Tout se perd et tout se confond. Tout est léger, tout est fragile, on ne possède rien. Tout juste sans bouger quelques secondes de beauté, une patience ronde sans désir. Un peu de bonheur sage passe, on le retient entre le pouce et le majeur de ses deux mains. Il faut toucher à peine. Merci Zoé. Donc c'était le passage du kaléidoscope de la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Et maintenant, Boris, tu nous as fait tomber en enfance. Hein. Boris, on passe au blind test. Et oui, pour le jingle du blind test, là cette fois j'ai mis Zombie des Cranberries que Dolores O'Riordan qui est décédée la semaine dernière. Et j'ai oublié de dire, mais le tapis son quand Zoé lisait, c'était Shape of My Heart de Sting qui était la BO de l'excellent film de Luc Besson, Léon. Elle est la principale concurrente de Zoé au blind test. Autant vous dire qu'il y a du niveau. Elle nous a rejoint. Voici Julie. Bonsoir. Bonsoir. Et Julie, quand même, je suis obligé de le dire. Elle est arrivée, elle a écouté le micro pour savoir si elle entendait. Oh, je te le pardonnerai jamais. Oh, pauvre petite. Et donc, alors, le blind test, je vous rappelle que pour le blind test, je veux pas le titre, je veux l'interprète. Et aujourd'hui, un blind test autour du thème de l'argent, vu qu'on a parlé d'argent. Un blind test autour du thème de l'argent. Alors attention, premier extrait, musique. Téléphone. Je crois que c'est Zoé. Waouh. Ah bah elle est forte, hein, Zoé. Je l'attendais celle-là. Ah bah, sur l'argent en même temps, je pouvais pas ne pas la mettre. Logique. C'est con Boris, t'avais failli trouver. J'ai trouvé, oui. Mais pas voilà, après Zoé. Alors, téléphone, argent trop cher, bien joué Zoé. Extrait suivant, musique. Simon. Brassens, Boris. Ah, j'ai pas osé le dire. Faut oser, faut tenter. J'avais oublié le nom, flûte. Et c'est La fille à 100 sous. Je vous laisse... Du temps que je vivais dans le troisième dessous, ivrogne, immonde, infâme. Voilà, quand ça chante forcément. Extrait suivant, musique. Souchon, Julie. Zoé est dégoûtée parce qu'elle aime bien Souchon. Je suis sûr qu'elle l'avait en plus. Oh bah oui. Presque. C'est full sentimental. En fait, c'est un test de rapidité. Bah quand il y a Zoé qui est là, oui. Allez, c'était donc full sentimental de Souchon, un point pour Julie. Extrait suivant, musique. Ah bah oui. Ah bah, Zoé. C'est toi Zoé qui a dit oui. Money. Bien les années 80. Ouais les gars. Vraiment la ramasse, ouais. Simon et Alexis sont toujours avec nous. Hein. Je déteste cette chanson vraiment. Eh ben allez, on coupe. Extrait suivant, musique. Vous connaissez. Pas la chanson, mais le mec, vous le connaissez. Un joyeux brouhaha, un chaleureux Benabar chahut Benabar, Zoé. nous retient autour d'une table. Elle est en train de vous torcher, les gars, là. On a l'habitude, hein, t'inquiète pas. Mais arrêtez, c'est pas vrai. Si, c'est J'ai gagné 2 blind tests depuis que j'ai commencé les deux avec derniers. C'est déjà deux plus que nous. C'est la semaine dernière qui était pas évident, enfin, il y a 15 jours qui était pas évident, et le jour de ton anniversaire. On peut dire qu'elle a raflé tous les belles tests de l'année. Hein. Bah, c'est clair, parce que c'est que le deuxième. Quoi. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots. Donc le titre, c'est La petite monnaie de Benabar. Allez, attention. Extrait suivant, musique. Michael Jackson. Michael Jackson, bien sûr. Celui-là s'appelle Money, tout simplement. Vous trouvez vite aujourd'hui. Là.
dû en mettre plus. Boris danse derrière la vitre de la régie. Toujours. Allez, donc, c'est Julie qui a trouvé Michael Jackson. Moni, bien joué. Extrait suivant, musique. Alexis. Pink Floyd. Pink Floyd, Simon, bien joué. Simon qui marque son premier point dans Radiocratie. Bien joué. Moni et Pink Floyd. L'honneur est Ah, sauf. j'adore Pink Floyd. Yes. J'ai galéré pour trouver les musiques sur ce thème-là. C'est un sujet un peu tabou. On parlait de talent. Tiroir caisse. Allez, bien joué Simon, les Pink Floyd, Money, extrait suivant, musique. C'est de plus en plus difficile évidemment. Et là vous connaissez. Goldman. Goldman, Julie. Les choses. Julie, pourquoi tu me regardes avec ces thèmes? Non, parce que je vois que je suis en train de perdre. Non, t'as 3 et Julie a 3 aussi. Allez, attention. Bien joué, Julie. Extrait suivant, musique. Boris, c'est prêt à le sortir. Il se souvient plus du nom. C'est... C'est Bachoum. Qu'est-ce qu'a dit Bachoum? C'est Bachoum, il me semble. Oui. Simon, bien joué. Bachoum, on connaît ça. On s'est fait bâcher par Simon. Hein? La petite entreprise Bachoum. Qu'est-ce que ça fait dire Bachoum? Mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse de lundi. Bien joué. Alors, donc, je refais un petit rappel des scores. Julie 3, Zoé 3, Simon 2, Boris 1. Alexis, t'es là? Je crois que le micro il marche pas bien. T'es à côté de moi, je t'entendrai. Allez, extrait suivant, Boris. Ouais, alors Alice Cooper. Alice Cooper, Boris. Et j'en profite pour rappeler que la semaine prochaine, Boris et Zoé vont faire une émission musicale sur Alice Cooper. Et c'est Alice Cooper, $1 Million Baby. J'étais pas sûr d'avoir reconnu la voix. Ah voilà, fallait que ce soit un de vous deux qui trouvez. J'en fais une sur Alice Cooper la semaine prochaine, c'est sûr. Et du coup, on peut pas la mettre celle-là. Oui, si. Un petit clin d'œil au blind test. Bah voilà. Allez, bien joué Boris. Et 2 points dans un bon blind test, Boris. Est-ce que ça t'est déjà arrivé cette saison? Non, mais à chaque fois tu mets plus de gens et là le bouton est enclenché, donc voilà, je peux répondre là, du tac au tac. C'est plus facile. Allez, extrait suivant. Quelqu'un que vous connaissez? Ray Charles. Non, c'est pas Ray Charles. Non. Non, J'essaye, hein. il voit très Temptation. bien. Temptations. Otis Redding. C'est pas un mec qui chante. C'est pas un mec qui chante. Ouais. Une femme. Oui. C'est une femme qui chante. Nina C'est Simone. pas Aretha Franklin. Qui a dit Nina Simone? Alexis, ouais. Maintenant tu peux Et plus pas le des bâcher. moindres. Pas des moindres. Bien joué. Ah, Nina Simone. Je sais pas la reconnaître du tout. Tu vois. Rich Girl, le titre. Hein. C'est pour ça que ça a un lien avec l'argent. Attention, 12e extrait déjà. Musique.
Je suis releveur d'appareils automatiques. À toutes les heures, j'ai des pièces Ouais, métalliques. Ah, Je oui, les oui, entends mais qui sonnent et ouais, qui non. télésonner. Quand elles s'entrechoquent, c'est moi Tu qui vois sa tête, suis déjà choqué. Je dois vous avouer. Je vois d'autres de ses chansons, mais Tant de monnaie que vraiment cela m'exaspère. Celle-là, c'est pas la plus cool. Boris Vian. Non, c'est pas Boris Vian. C'est pas Trenet, non. C'est pas Trenet. Léo Ferré. C'est pas Léo Ferré. Non, c'est quelqu'un qui est encore vivant. Tant de monnaie, dit le commerçant qui a le sourire. Tant de menus monnaie. Aznavour. Vous avez cassé votre Alexis. tirelire. Bien joué. Tant de monnaie. Et je ne sais Aznavour. pas quoi lui dire. Avouez. Chez moi. Bien joué, Alexis. Et c'est de plus en plus difficile. Extrait suivant. Musique. Spéciale dédicace à tous les rappeurs de la terre. Comprennent qui doit ou qui peut. À tout cela je dis. À tout cela je dis. Je ne suis sur terre que pour un court instant. Mais je vendrai ma Mickey 3D. Non. gagner de l'argent. On connaît la voix. Dionysos. Non, c'est pas Dionysos. Facile à percer. Ce qui est difficile, c'est que je ne suis pas le seul à profiter du rap. Pas Benabar. Non. Quand tous les batteurs tentent aux émissions pourries. Au Téléthon, au top 50, assez Ah. amorti. C'est pas des magots. Non, c'est pas des magots. C'est un groupe. Oui, c'est un groupe. C'est pas les Sunkel. Non, c'est pas les Sunkel. Les ogres de Barbarie. Non, c'est pas les ogres. La Ruquetana. Non, c'est pas la Ruquette. Rio. Non, 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 non. Tu te rapproches, hein. Babylone Circus, si on Non, le c'est fait pas tous. Babylone, non. Il manque l'accent canadien, donc c'est pas les Cowboys fringants. Non, c'est pas les Cowboys. Je peux pas vous le dire. Hein. Trio. Non, c'est pas Trio. Les initiales. Je peux pas te dire les initiales. Les VRP. Les VRP, Zoé. Ah, je vous ai à peine aidé, hein. Avec je peux pas te dire les initiales. De les VRP. Tout pour le fric, le titre. Bien joué, Zoé, qui repasse en tête avec 4 points. Allez, attention, antépénultième extrait. Musique. Ouais, c'est difficile. Lana Del Rey. Non. Tina Turner. Non, pas du tout. Zoé, je sais que t'aimes, je crois que t'aimes bien. Kate Moss. Non, c'est pas Kate. C'est Björk. Non. No Doubt. C'est un groupe. Bah, le Dub, c'est un groupe. Oui, non, mais je vous aide. Voilà. De rock. Garbage, non? Non, je vais pas vous le dire, c'était Radiohead. Ah, bah, forcément, c'est un mec qui chante, normalement. Dollars and Cents, ouais. Ouais, t'es pas facile. Alors, avant-dernier extrait. Attention, musique. Dire Straits. Dire Straits, Boris. Bien joué. Il a piqué à Alexis, celle-là. vache. Il était On pas l'a loin, écouté sur il y a le pas fil. longtemps. Dire Straits, c'est Money for Nothing. Ça y est, je l'ai. Merci Simon. Dommage. Un extrait quand même. Là, ça part. Qu'est-ce que c'était bien Radiohead Dire Straits quand même. Bah maintenant oui, je reconnais. Ah bah oui. Boris est à donf. Allez à fond là, Boris. Ah bah attends, Boris, tu mets du métal, tu kiffes. Alors attention, le dernier extrait. Dernier extrait, c'est le plus difficile normalement. Dernier extrait, musique. Oui. Flashdance. Non. On la connaît tous, hein, celle-là. Ah bah oui. Bonnie. Hein Bonnie. Bonnie Tyler. Ouais. Non. Pourquoi tu voyais une autre Bonnie? Bah non, c'est pour ça. Ah, c'est difficile les gars. T'as pas les initiales?
Ah, tu me gonfles avec les initiales, toi. Tu veux pas que je te donne le nom aussi? Bon, mais ça aide les initiales. L'initiale du prénom, c'est un D. Ça pourrait tous nous aider, effectivement. Debbie Harry. Donna Summer. Donna Summer, Oh. Zoé qui gagne ce blind test. Bien joué. Bravo. Tu vois, ça sert les initiales. C'est She Works Hard, Hard for the Money. La liste pour Bravo, Zoé. bravo. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Zoé, Simon, Alexis, Julie, merci à Boris pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés. Encore une fois, 1 heure en ce lundi, en fin de journée. La semaine prochaine, donc, on se retrouve pour une émission musicale sur Alice Cooper avec Zoé et Boris. Je rappelle que si vous voulez nous suivre, c'est la page Facebook qui s'appelle Radiocratie, le mail qui s'appelle radiocratie@gmail.com. La chaîne YouTube Dailymotion, c'est Radiocratie, YouTube aussi d'ailleurs. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I say just an old sweet song